Et hello tout le monde, bienvenue dans le podcast Real Insiders. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain en Suisse. Vous êtes prêts? Let's go! Ce podcast est parrainé par First Caution, la garantie de loyer sans dépôt. Je tenais à remercier Céline Frey et toutes ses équipes pour leur confiance. First Caution est une entreprise qui parie sur l'avenir et sur les personnes passionnées qui font l'immobilier d'aujourd'hui et de demain, comme tous les insiders qui passent à travers ce micro. Si vous cherchez un partenaire visionnaire et aligné avec les enjeux de notre secteur, pensez à First Caution. Salut Andrea et merci de participer au podcast Real Insiders. Salut Joël, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi. Alors Andrea, pour commencer, raconte-nous un peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à l'immobilier et plus précisément à Mobimo. Au mois d'août de cette année, je vais célébrer mes 30 ans dans l'immobilier. J'avais débuté par un apprentissage dans une société au logo bleu qui est pas loin du parc de Morpeau. Ouais. Je crois que tu y as travaillé. Exactement, donc, quelques indices. Il y en a beaucoup de cette école. Hein. Il y en a passablement. Là-bas, une fois que j'ai terminé l'apprentissage, j'y ai fait une matu. Et j'ai, à partir de là, déroulé sur différents métiers de l'industrie, passant du courtage à l'expertise, bien entendu de la gérance, dans différentes sociétés de la place. Et j'ai, durant toutes ces années, eu l'occasion de me former, faire le brevet de gérant, le brevet d'estimateur et puis aussi le diplôme. Ok. Ah, donc tu as déjà 3 brevets en poche. 2 brevets et puis la maîtrise. Voilà. Ok. Génial. Et il paraît qu'il y a une histoire sympa autour de la création de Mobimo et l'histoire de la ficelle à Lausanne. Est-ce que tu peux nous la raconter rapidement? Oui. En 2024, on a fêté nos 25 ans. Okay. Ça coïncidait avec les 25 ans aussi du plan partiel d'affectation. C'est ce plan partiel d'affectation qui permet au FLON d'avoir un développement varié aujourd'hui avec une multitude d'affectations. Et le lien entre Mobimo et puis le M1, c'est que, qui s'appelait d'ailleurs effectivement, comme tu l'as très justement dit, la ficelle, c'est qu'à la création de ce funiculaire, quand les marchandises arrivaient par bateau ou par chemin de fer à la gare de Lausanne, elles devaient être acheminées au FLON. Et c'est ce funiculaire qui a été créé à l'initiative de Jean-Jacques Gonin, de Louis Gonin, et Jean-Jacques Mercier, qui permettait acheminer tout un tas de matériaux pour être après transformés sur cette plateforme FLON. Ok. Donc, c'était la place du marché de l'époque, quoi, en gros. C'était en tout cas la place de transformation et qui permettait d'avoir toute une multitude d'artisans dans le quartier. Et pour la petite histoire, les matériaux d'excavation de ce tunnel, ils ont servi à, une fois que le FLON était canalisé, à remblayer cette zone ici qui était encore marécageuse et pas forcément hospitalière. Génial, ouais. C'est vrai qu'avant le FLON, comme moi je l'ai connu et ce qu'il est aujourd'hui, c'est quand même le jour et la nuit, on va dire. Ça a passablement changé. Et puis effectivement, le jour et la nuit, je sais pas quand est-ce que tu y es le plus souvent, mais la nuit, il y a une vie folle. Ouais, génial. Et aujourd'hui, tu es Head of Portfolio Management. Concrètement, que fait Mobimo et quel est ton quotidien, tes responsabilités? Et est-ce que tu as des équipes avec toi? Oui, alors clairement, chez Mobimo, on est une entreprise spécialisée dans le développement, la gestion d'investissement. Dans mon rôle, je suis responsable de la gestion stratégique de notre portefeuille. Ça inclut l'optimisation des performances, la supervision des acquisitions, voire même certaines fois des cessions, et la gestion de risque en général. Mon quotidien, il implique des analyses financières, des réunions avec des parties prenantes, la gestion des différents départements aussi, la coordination avec les différents départements dans l'entreprise et le pilotage de mes équipes. On a 2 portfolio managers à Cusnacht qui rayonnent pour la Suisse allemande et un autre ici en Suisse romande. C'est tous des snipers, il y a vraiment un haut niveau et c'est du plaisir de travailler avec eux. Et en plus, vous en formez, pas j'en ai eu un comme élève au SVIT. Oui, c'est juste. Ouais. Qui était Arnaud Godon. Ok, et puis on en parlait aussi un petit peu en off pour que ce soit assez clair pour les gens, mais il y a une différence entre Mobimo et un fonds immobilier classique. Est-ce que tu peux nous l'expliquer assez simplement? Alors oui, il y a une différence entre les fonds cotés
et Mobimo, mais d'une manière générale, toutes les sociétés immobilières cotées en bourse. Ok. Nous, on est catégorisés avec nos pairs, c'est SPS, PSP, Alreal. Et pour les fonds, il y a toute une série de produits. Tu as même invité passablement de gestionnaires de fonds ici. Donc, on est sur deux environnements un peu différents. Le fonds, c'est rien d'autre qu'un contrat. C'est pas une personne morale, il n'y a pas de personnalité juridique. C'est la rencontre entre une direction de fonds, un investisseur et une banque dépositaire. Ils trouvent des éléments communs pour faire avancer le produit. Le fonds, c'est aussi un produit dit ouvert, ce qui permet à l'investisseur de demander le rachat de sa part à la direction de fonds selon une certaine temporalité. C'est pas du tout le cas chez Mobimo parce qu'on on a un produit dit fermé. D'un point de vue fiscal, peut-être la société immobilière est sur le papier un peu moins attractive, mais vu qu'on n'est pas régulé FINMA, on a moins de lourdeur, on n'a pas les mêmes limites en termes de fonds propres, on n'a pas les mêmes limites avec le prospectus d'émission qui donne le terrain de jeu sur lequel ils doivent évoluer. Donc nous, on est un peu plus large, on est probablement plus opportuniste. Ouais. Et vu qu'on peut se positionner sur des projets avant même l'obtention d'un permis de construire, on participe activement à la valeur ajoutée du projet. Ok. Donc ça, c'est vraiment je dirais, enfin, en tout cas, comme je l'entends, c'est un réel avantage. Il y a des avantages et des inconvénients. Okay. Parce que tu me disais que c'était une raison sociale qui n'est plus vraiment exploitée aujourd'hui sous ce format-là, si je m'en rappelle bien. Non. Alors, il y a peu de sociétés immobilières qui se créent, qui se cotent en bourse, parce qu'il faut aussi avoir un certain volume, il faut vouloir gagner en liquidité, mais c'est pas aujourd'hui, il y en a effectivement relativement peu qui se créent, contrairement aux fonds, qui eux sont aussi plus simples il y a aussi une certaine complexité à ouvrir un fonds, mais il y a une tendance à en voir se constituer ces derniers temps, plus que des sociétés immobilières. Ok. Et vous dites sur votre site, nous créons les espaces, nos clients insufflent la vie. C'est ainsi que nous faisons naître des lieux où il fait bon vivre, habiter et travailler. Nous sommes des spécialistes dans ce domaine. Est-ce que tu peux préciser ce rôle de spécialiste? Est-ce que vous avez des profils dans votre boîte qui diffèrent légèrement des autres? Parce qu'effectivement, peut-être que gérer le quartier du Flon, ça se gère pas comme tous les autres quartiers. C'est quand même un quartier assez spécifique, comme peut y en avoir dans d'autres grandes villes, pardon. Oui. Alors, effectivement, on n'a peut-être pas nécessairement des profils différents, mais on les a en tout cas tous sous le même toit. Ok. On va de l'acquisition au développement par la réalisation avec la gérance et le facility management. Ça nous permet d'avoir des échanges transversaux à l'interne de qualité, rapides. Ça nous mène à des produits équilibrés. On a tous la même vision et les mêmes objectifs. Donc, ça nous permet d'avoir un but commun et savoir où on va. Okay. On n'a pas besoin d'outsourcer. On a notre service de gérance qui est à l'interne. On a effectivement une gérance externe à Genève, mais c'est pour une partie limitée du portefeuille. C'est bien ciblé parce que Genève a des spécificités dans lesquelles on n'est pas forcément à l'aise, donc on laisse à des players locaux. Mais on a tout in-house. Et puis ça nous fait aujourd'hui gérer environ 3,8 milliards de valeur sur des sites de qualité, premier ordre en Suisse alémanique et en Suisse romande, bien entendu. Puis c'est équilibré parce qu'on a une diversification de portefeuille qui est 30% résidentiel, 30% de bureaux et 30% commercial / hôtellerie. Ok. Ça, d'ailleurs, on va en reparler après. Je crois que j'avais une question sur ce point-là. Mais concernant le Flon, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on gère un quartier emblématique comme le Flon à Lausanne? Quels sont les grands enjeux, mais aussi quels défis vous rencontrez tous les jours? Parce que le Flon, c'est un symbole, c'est un lieu de vie, comme on dit. Mais ça veut dire quoi au quotidien? Est-ce que parfois vous devez jouer le rôle du psy, du médiateur, l'animateur de communauté? Alors ça, forcément. D'ailleurs, il paraît par exemple que le MAD, il a un certain droit de regard, par exemple, sur les activités nocturnes. Voilà. Est-ce que tu pourrais me faire un deep dive sur ça? Alors, ce quartier du Flon, il a la beauté d'être un bout de la ville dans la ville. Et comme cette dernière, il est toujours en constante évolution. Ce qui était prévu d'être réglé le lundi matin, généralement, même le lundi de la semaine suivante, il fait l'objet de...
ça fait place au direct. On doit systématiquement naviguer d'une nouvelle à une autre. Mais pour ça, on a une équipe de management de quartier qui est dédiée à la relation locataire. C'est le point d'entrée. Et ça permet d'avoir un échange, une compréhension des thématiques et des problématiques qu'ils rencontrent. Effectivement, quand tu as une multinationale, un service de l'État ou un acteur local, les besoins sont pas les mêmes. Donc, il faut pouvoir, les comprendre et puis deux, les traiter dans une vue d'ensemble. Tu parlais du MAD. Vu que c'est des rapports contractuels privés, je préférerais pas forcément m'étaler, mais sur leur droit de regard sur les activités nocturnes, on dirait que c'est eux qui donnent le tempo sur cette activité-là parce que ils sont là depuis de nombreuses années, ils ont contribué largement au développement, à l'aura, et puis c'est une boîte qui roule sans contexte. Clairement. Ok, hyper intéressant. D'ailleurs, on voit que le quartier est encore entre guillemets en mutation, en tout cas la partie travaux en ce moment. Et j'ai vu 2-3 locaux justement qui étaient vides, donc ça doit pas toujours être évident. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je veux rebondir sur cette question. Aujourd'hui, tu te retrouves. J'ai vu que il y avait Mania Combat qui était en liquidation, sauf erreur. Oui. Alors ça rebondit à ma question parce que c'était vraiment pas préparé, mais tu te retrouves avec 1200 mètres carrés de surface vacante au Flon. Les visites se font rares, le marché est frileux. Du coup, tu fais quoi? Alors, j'appelle tout de suite celui qui est venu au cours chez toi, notre responsable de la commercialisation, puis je lui dis qu'est-ce qui se passe? Ok. Non, mais ça peut arriver. Et c'est d'ailleurs un case sur lequel on travaille aujourd'hui. Et je dirais que 1200 mètres carrés, c'est une chance d'abord. C'est une chance parce qu'on aura l'opportunité de travailler sur un nouveau concept. Ouais. Les locaux en tant que tels, est-ce qu'ils sont adaptés à la demande? Est-ce qu'ils sont de taille adéquate pour être opérés de manière correcte? Donc, on va faire une pesée d'intérêt, voir ce que attend le marché et on va se mettre au travail. Donc, 1200 mètres carrés, je te dirais que c'est une taille assez critique parce que pour le retail, Lausanne n'existe pas vraiment sur la carte du retail suisse. Une grande enseigne va choisir d'abord d'aller à Zurich et à Genève. Bien sûr. Des Uniqlo, des Decathlon. Alors Decathlon, en plus, ils sont là, ils sont pas loin. Ils sont pas loin. Ils sont pas loin. Mais ça, c'est des enseignes encore qui arrivent avec des formats de cette taille-là. Mais un Victoria's Secret ou un Apple, on rêverait de les avoir, mais ils regardent pas Lausanne. Donc, on va essayer de manière pragmatique à faire des surfaces plus petites parce que ça répond à une demande et de l'offre, et pour le client, ça lui donne du choix. Et puis, d'une manière très pragmatique, ça réduit aussi le risque pour nous. Oui, bien sûr, ça me paraît tout à fait pertinent. Et d'ailleurs, tu penses quoi? Moi, je suis à Gotham Gare. Alors, il y a Gotham Flon aussi. Tu penses quoi du coworking, justement, dans ce type de modèle? Parce que quand tu me parlais de ça, moi, j'ai eu un flash en bas tout de suite de me dire, mais ça, typiquement, peut-être pour une activité de coworking, ça fait sens. Mais est-ce que pour toi, le coworking, c'est un buzzword ou c'est un vrai levier pour valoriser, justement, comme tu le disais, des mètres carrés complexes? Et est-ce que vous y allez, est-ce que vous y pensez, par exemple, chez Mobimo, en sachant que vous êtes déjà un acteur qui est sous contrat avec vous, entre guillemets? Alors, dans le quartier du Flon, on en a 2. Tu as parlé de Gotham, mais il y a aussi une grande enseigne nationale, Yarrigus. Ouais. Alors, je dirais buzz, word, je ne sais pas, mais je dirais qu'il faut faire surtout attention et prendre le bon player. Mais c'est quoi le bon player? En 2023, il y a Rework qui a fait faillite, qui était le plus grand player dans cette industrie. Je me souviens que quand je faisais du portfolio management sur un fonds suisse, mais dont les immeubles étaient à l'étranger, à chaque fois qu'on sourçait un immeuble administratif, puis qu'on avait WeWork comme locataire en place, on était hyper content. On se disait, c'est bon, on a le locataire safe. Quelques années après, ils sont partis. Eux louaient les locaux un peu plus cher que le marché. Donc, tu te trouves avec une faillite et puis à devoir recommercialiser des locaux que probablement tu n'arriveras plus à atteindre le loyer. Donc, c'est une option. C'est une option, clairement. D'ailleurs, on la pratique. Mais je dirais qu'il faut faire attention au projet. Ok. Donc, faut avoir les reins solides, on va dire.
Faut aussi savoir se diversifier, faut savoir attirer son client pour il trouve du plaisir à être là. Alors bien entendu, il y a des synergies dans les coworking, mais il n'y a pas que des bons côtés. Je pense que peut-être de temps en temps c'est bruyant, peut-être que la privacy elle est pas toujours alors ça c'est au clair. top, mais tu trouves tes autres avantages et c'est ça qui fait que le modèle est intéressant. Ok, trop bien. Et aujourd'hui, par exemple, tu as un immeuble en rade aussi à Villeneuve. Pas de dynamique urbaine, surface difficile. J'ai un ou deux trucs que je dois louer là-bas et puis ça, pour le compte de client et c'est pas toujours évident. Tu prends qui autour de la table pour brainstormer sur un projet qui, on va dire, qui claque ou pour la bonne idée? Très certainement un crack de la com et des réseaux. Okay. Allez, au hasard, toi. Merci beaucoup, mais on bosse pas ensemble, hein, que les gens soient. Un player local qui connaît son marché, aussi un no-name local. Quelqu'un un utilisateur qui pourra avoir un avis sur la région et quels sont ses avantages et ses inconvénients. Un urbaniste, vu qu'a priori, tu as dit que ça manque de dynamique et puis il faudrait comprendre la dynamique urbaine. Pourquoi elle est dans si le mal est profond. Puis vu qu'il n'y a pas de dynamique, il faudrait un commerce ou un service de destination pour que les gens y aillent indépendamment de où ça se situe. Ok. Donc, ce serait peut-être ça qui permettrait de le faire vivre ou faire revivre. Un concept fort, du coup. Ou alors un restaurant étoilé, peu importe. Quelque chose qui attire. Le dernier élément, c'était... oui, parce que Crissier. Ouais. On a ce magnifique restaurant, mais Bien sur sûr. la carte, qui c'est qui connaît Crissier? Les gens viennent du monde entier. Ouais. Donc, parce que c'est de la destination. Donc, ça peut te faire dynamiser une région ou un site qui n'est pas forcément de prime abord. Et puis, sur ce type de concept, si toi, tu as le nez et tu sens que c'est le bon profil, est-ce que tu es prêt à faire des gros efforts en termes de gratuité de loyer, etc. Ou vous avez une feuille de route et puis vous dépassez pas les... Non, ça nous arrive d'accorder la négociation, elle est toujours forte. Elle est toujours forte. Donc, ça va par des gratuités ou des investissements ou des échelonnements. Donc, ça fait partie de la panel d'armes qu'on a d'outils ou sinon à notre disposition. Mais si on croit vraiment en quelque chose, on est à même de pouvoir le supporter à notre échelle. Et ça vous arrive concrètement vous dire, ah mais attends, là, ce projet, je le sens bien. Peut-être que c'est pas assez... financièrement, on va dire costaud, mais je sens qu'il y a quelque chose. Et puis, grâce à tes équipes et après avoir étudié le projet, vous dites OK, feu vert, même si ça peut être un petit peu risqué. Ouais, alors, le risque, on essaie toujours de le maîtriser, mais en tout cas, on va donner la chance. Oui. On a dans la rue des Garages des arcades de petite taille. Oui. Ce qui fait que... Très stylé d'ailleurs. C'est assez moderne. C'est assez réussi. Ouais. Mais vu que c'est des enseignes relativement petites, en termes de loyer absolu, c'est pas très élevé, mais toute proportion gardée avec le business que développent les locataires. Bien sûr. Mais là, on se donne l'occasion de tenter des concepts, de donner la chance, de voir si ça fonctionne. Puis après, c'est aussi une porte d'entrée. On a certains locataires qui, ayant commencé à cet endroit-là, se sont ensuite déplacés dans le quartier avec une enseigne plus grande. Ah, c'est génial, ça. Ça, c'est vrai que... Puis aussi, pour vous, c'est un outil d'analyse, dans le sens où, je sais pas, je réfléchis à celui qui me vient en tête. Je sais que vous avez un mec qui fait des sneakers ultra personnalisés. C'est très trendy, c'est très à la mode. Oui. Est-ce que c'est une hype ou pas? Mais si tout d'un coup ça fonctionne, c'est vrai que ça c'est typiquement le genre de chose qui peut se répliquer ailleurs sur des surfaces que vous auriez à gauche à droite. Donc je pense que c'est aussi une sorte un petit laboratoire. Hyper intéressant. Et ça j'irai voir toutes celles que vous avez parce que je trouve qu'il y a une vraie hype entre guillemets dans cette rue. Merci. Tu me disais que maintenant, vous faites aussi de la promotion immobilière sur des petits projets. Je vous voyais pas du tout là-dedans. Est-ce que tu peux m'en parler? Alors, je me suis peut-être mal exprimé avec la notion de petit projet. Ouais. Parce que c'est pas parce que c'est 2, petit 3, que c'est 4 villas à vendre, on va dire. Non, mais alors effectivement, les villas à vendre, mais c'était plutôt en mode promotion PPE parce que à Zurich, les équipes zurichoises sont très fortes. Ils ont une expertise, passablement de logements déjà vendus sur ce territoire-là. Et on fait des projets d'une certaine taille qui vont de dizaines de logements, voire
voire même centaines. Ok. Donc, c'est des programmes très grands. Donc, Ici- entre 5 à 15 millions de volume? Oh, Ou même ça plus. peut plus? Non, Ok, non, ok. même plus. Et en l'occurrence, à Lausanne, on débute avec une opération de PPE. Ok. On est à l'avenue de Beaumont avec un immeuble d'une quinzaine de lots. Mhm. Donc, c'est petit, c'est pas petit, c'est déjà une bonne taille. Mais par rapport à ce qu'on fait à Zurich, c'est pour ça que je disais que c'était plus petit, parce que on commence à faire nos expériences dans ce marché-là. Génial. Alors ça, c'est une vraie volonté stratégique de la part, entre guillemets, du board, ou c'est vous qui l'appliquez en disant, ça fonctionne en Suisse allemande, donc maintenant on commence à l'appliquer ici, parce que vous avez déjà toute l'expertise. Ça va dans les deux sens. Il y a clairement quelque chose qui est vu et efficace en Suisse allemande. Mhm. En Suisse romande, on a on est connu, mais pas non plus énormément. Donc, ça fait partie aussi Ouais. de notre façon de communiquer Mhm. et de gagner en visibilité. Le secteur de la PPE est porteur, donc Oui. et qu'on a une expertise. Donc, il y a tous les éléments pour y aller. Pour y aller, quoi. Ok, génial. Et est-ce que tu peux aussi nous partager une décision difficile ou un moment marquant dans ta carrière? Les décisions difficiles sont souvent celles qui mènent à des résiliations. Ok. On fait des résiliations pour un tas de bonnes raisons, mais on pourrait aussi, pour un tas de bonnes raisons, ne pas les faire. Mhm. Parce qu'en face, il y a des entreprises, il y a de l'humain, Mhm. il y a une partie émotionnelle qui rentre très rapidement en jeu. Donc, au-delà de l'analyse qui rend vraisemblable et faire du sens une résiliation, lorsqu'elle s'applique et lorsqu'il faut aller voir les gens et puis l'expliquer, ça, c'est des choses qui sont pas simples. Ouais, Et c'est en plus dur. l'occurrence, on en a fait une l'année passée. C'était bien joli sur Excel de voir le potentiel, mais après, lorsqu'il a fallu aller le dire, et c'est moi qui suis allé voir le locataire, c'était un autre moment. Donc, ouais, ça, c'est des périodes pas simples, mais Mhm. ça fait partie du travail. Ça, je pense que c'est des vraiment pas évident. Et c'est le lot de chacun qui font ce type de business, on va dire. Ok. Et puis aussi en parlant de décisions, par exemple difficiles, je sais que ici au flanc vous aviez par exemple un club de motards que vous avez dû, alors je sais pas si on dit ça, arrêter le bail ou déloger, je sais pas quelle est la situation. Et aujourd'hui, en tout cas, je les vois plus présents. Est-ce que ça c'est des décisions difficiles ou est-ce qu'on n'est pas forcément à l'aise quand on va leur parler? On n'est vraiment pas à l'aise lorsqu'on va leur parler, mais ça allait au-delà de ça. C'était dans un projet d'envergure, dans le bâtiment dit des jumeaux, Mhm. les bâtiments qui sont couleur ocre Ouais. sur l'esplanade. La rénovation de ce bâtiment pouvait se faire que sans aucun locataire. On a dû adresser les résiliations à tout le monde. Eux étaient locataires comme tous les autres. Donc, c'est un locataire peut-être emblématique, emblématique, mais on le traite comme un autre. Et puis, le but, c'était d'avoir un immeuble vide pour pouvoir entamer les travaux. Ok. Génial. Et qu'est-ce qui te prend le plus d'énergie dans ton métier aujourd'hui? Est-ce que c'est convaincre en interne ou de convaincre le marché? Je pense que honnêtement, c'est convaincre en interne. Mhm. On a des parcours souvent différents. On a des visions différentes, on fait des métiers différents, on a parfois aussi des couleurs politiques différentes. Ouais. Donc, pour pouvoir embarquer tout le monde afin d'aller dans une direction, ça demande beaucoup d'efforts, de persuasion, de conviction. Ça fait aussi travailler soi-même pour être certain de faire passer un message cohérent. Oui. Mais la répétition, elle est clairement... c'est l'ouvrage sur le métier, et puis ça se répète. Ok, et puis pour convaincre en interne, toi qui as aussi une image, que tu projettes entre guillemets une image très pragmatique, analyste, peut-être entre guillemets fermée, alors que pas du tout, parce que moi je trouve que t'es, en parlant off, vraiment fun pour le coup. Merci. Est-ce que ça, pour gérer les équipes, tu dois mettre... faut toujours être très pragmatique ou il y a aussi un petit peu finalement d'humain où vous faites des choses ensemble, vous partagez finalement des moments d'entreprise. Je crois que vous participez bientôt à la Coupe du Monde à la Coupe du Monde des agences immobilières, EnzoNet.
Je me réjouis d'ailleurs d'aller mettre des petits ponts à tous mes confrères. Écoute, non, je pense que c'est vraiment la balance des deux. Je suis assez sérieux. J'aime bien que les choses soient bien faites, Bien mais sûr. j'aime surtout aussi bien rigoler. Mhm. Donc, il y a des moments pour tout, mais on le fait toujours dans la bonne humeur, le respect, la compréhension et l'échange. Donc, je te remercie pour le compliment déguisé, si c'en était un. Oui, bien sûr. Mais je pense que on essaie de faire les choses en bonne intelligence et puis on comprend aussi avec les collègues quand est-ce que c'est le moment où là il faut y aller, et puis quand on peut sans autre Descendre. descendre et puis ouvrir une bière. Surtout que vous avez pas mal enfin, vous êtes bien placé pour ça, on va dire. On a de quoi faire, on a de quoi faire. Puis c'est vrai que chez Mobimo, d'une manière générale, on fait vraiment souvent alors souvent, on va peut-être couper en off après, mais c'est pas si souvent que ça, mais on a la tradition de se rencontrer, de se voir pour passer des bons moments et puis nourrir cette bonne ambiance et de cette culture qu'on a. Génial. Tu penses quoi des IA? Je te parlais en off de, par exemple, Manus, DeepSeek, etc., et de la puissance de certaines d'entre elles que tu as pu tester. Aujourd'hui, est-ce que ton avis, parce que on a discuté il y a 1 ou 2 mois, est-ce que ton avis a évolué, changé? Est-ce que tu te rends compte un peu de la puissance de tout ça, notamment lié aux données objectives? Oui. Alors, je trouve que c'est fabuleux, puis en même temps, c'est inquiétant. Par justement la puissance que ça peut générer, que ça va dans le détail. Je prends des métiers à haute valeur ajoutée comme les juristes, autres avocats qui, en 2-3 clics, arrivent à avoir des synthèses, des jurisprudences, des recherches, des analyses qui auraient pris des semaines ou des mois précédemment. Et là, on peut relativement facilement obtenir quelque chose de qualité. Dans la médecine aussi, on arrive à avoir des diagnostics qui sont extrêmement pertinents, on voit des choses qu'on ne voit pas. Donc, je trouve que c'est fabuleux. Donc, j'espère que ça va continuer de se développer dans le bon sens et puis qu'on n'y trouvera que les avantages et non pas les risques éventuels. Mais il y a un élément qui me paraît être, et c'est bateau mais sans l'être, mais c'est que le jugement de ces IA, la compassion, la lecture humaine, ça, ils l'ont naturellement pas. Peut-être encore. Peut-être encore. Ça va arriver. La capacité de pouvoir faire son libre arbitre et son jugement final, ça nous appartient. Et c'est là qu'il faut pouvoir utiliser avec parcimonie ou pas, y aller à fond, mais après quand même être critique. Surtout que ce type d'IA, que ce soit ChatGPT ou DeepSeek, sont ultra politisés et les gens sont pas au courant. Donc si tu poses la même question et puis qu'il y a une dimension politique, tu poses une question sur l'Ukraine, par exemple, il y aura pas les mêmes réponses. Donc elles sont, même qu'on le veuille ou non, un petit peu bridées. Elles sont bridées et elles sont guidées effectivement. Et puis, mais par rapport aux données objectives, par exemple, le marché de la traduction s'est écroulé parce que c'est que de la donnée objective. Et vous, en tant qu'analyste, alors toi, tu es Head of Portfolio Management, donc il y a beaucoup d'autres dimensions, mais tu traites beaucoup de chiffres. Est-ce que tu penses que ça va être un outil qui va considérablement t'aider? Et est-ce que tu penses que c'est un outil qui va faire disparaître des jobs qui sont, par exemple, des assistants comptables? Je pense qu'il y a des risques que oui, ce soit le cas. Après, on trouvera probablement une autre fonction, mais des métiers qui peuvent, on gagne en productivité, on gagne en temps, on peut facilement se passer de certaines compétences et plugger des IA en conséquence. Ok. Si tu devais écrire une page du prochain chapitre de Mobimo, elle ressemblerait à quoi? On a un gros projet qui va, espérons, voir le jour aux alentours de la gare de Lausanne. C'est le projet de la RASUD. Ok. C'est un grand quartier. Mais ça me dit quelque chose, mais je l'ai pas en tête là. Alors, lorsque tu sors de la gare de Lausanne, tu prends sur la droite l'avenue de la gare. Et puis, tu montes jusqu'à la tour Edipresse. Ok. Toute cette partie-là qui longe les quais, c'est une propriété qui est partagée entre nous et les CFF. Et on ambitionne de développer un quartier mixte à cet endroit-là, central, qui aura la part belle pour les bureaux, mais qui aura aussi du logement, il y aura du LUP. Et dans ce projet-là, vu que c'est un projet de longue haleine qui a débuté en termes de réflexion il y a un certain nombre d'années et puis qui
verra le jour dans un certain nombre d'années aussi, si je pouvais être partie prenante de manière efficace à celui-ci, ça me ferait particulièrement plaisir. Génial. Hop, c'est un joli projet, on n'a pas tous les jours. C'est de la gare de Lausanne, puis il n'y en aura presque plus par la suite. Le foncier en plein centre-ville est toujours délicat. Celui-ci, il est un peu clivant parce que on met sur le marché beaucoup de mètres carrés de bureaux, mais il y a une réelle demande. En plus, en centre-ville de Lausanne, on construit beaucoup dans l'ouest lausannois, mais dans le CBD, on manque de mètres carrés qualitatifs. Donc, ça répond à une demande. On va en plus y mettre des logements. Donc, à nous de faire en sorte de faire le bon mix pour que ce soit équilibré et que le Lausannois s'y retrouve. Ok, génial. Dernière question, est-ce que tu aurais souhaité que je t'en pose une que j'ai pas eu l'occasion de te poser? J'en fais une légèrement provocatrice. Allez. Et puis, ça va peut-être faire rigoler certains de tes autres invités. Qui est le GOAT au tennis? Alors, pour moi, c'est Alcaraz, parce que je suis espagnol. Ah, déjà? En ce moment. Il est déjà le GOAT. Alors, pas encore. Mais en tout cas, il est bien parti. Mais sinon, pour moi, le GOAT des GOAT, c'est Rafa. Et je te laisse répondre aussi. Pour moi, c'est Djoko. C'est Djoko, ok. Ouais. C'est vrai qu'il y en a peu, c'est soit Federer, soit Nadal. Et voilà. Mais c'était un binôme, on va dire, qui ont fait toutes ces belles années, puis Djoko était aussi là. Mais t'es statisticien, ce qui compte, c'est les titres. C'est les titres, c'est les résultats, c'est les confrontations directes, le nombre de semaines numéro 1. Enfin, lorsqu'on aligne les chiffres, il est loin devant. Donc, pour les collègues qui pensent le contraire, on en reparle samedi, par exemple. Génial. Écoute, merci beaucoup Andrea, c'était vraiment cool. Et puis on fera le point dans quelques années. On verra si ce fameux projet de la RASUD sera sorti de terre. Et puis on pourra refaire un point d'ici là. On fera une autre interview. Et puis en tout cas, encore merci pour l'invitation et je te souhaite bon vent. Merci beaucoup Andrea. À bientôt. Ciao. Ce podcast est parrainé par First Caution, la garantie de loyer sans dépôt. Je tenais à remercier Céline Frey et toutes ses équipes pour leur confiance. First Caution est une entreprise qui parie sur l'avenir et sur les personnes passionnées qui font l'immobilier d'aujourd'hui et de demain, comme tous les insiders qui passent à travers ce micro. Si vous cherchez un partenaire visionnaire et aligné avec les enjeux de notre secteur, pensez à First Caution.